On va parler cette fois-ci des financements en 2024. Je vais accueillir cette fois-ci non pas 2 mais 4 speakers. Fanny de Vézine-Larue, donc Head of Strategic Planning and Project chez Conto. Xavier Milin, CEO chez Basic Finance. Et Brahim Bouadja, VP Sales chez Sweep. Et Fabien Frigosi, directeur régional Paris BPI. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, enchantée. Messieurs, dames, bonjour. On va parler des financements en 2024. On le sait que cette année, fin 2023, début 2024, est assez complexe au niveau de financement, de la finance de façon générale. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a des craintes aussi pour cette année. On va essayer de comprendre déjà qu'est-ce qui nous attend et votre vision par rapport aux besoins de financement. Je vais commencer par Xavier. Comment vous décrivez l'évolution de la situation de financement des entreprises en 2023 et fin 2024 et quelles sont les principales difficultés auxquelles Basic Finance est confrontée dans ce contexte ? Basic Finance va très bien, okay. Mais voit ses clients souffrir. Donc ça, c'est plutôt ça le sujet. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que 2021 et 2022 ont été des années fastes en termes de financement. C'était des très belles années. On a battu des records en termes de levée de fonds. Donc c'était assez impressionnant. La guerre en Ukraine a changé la face du monde. Et les taux d'intérêt ont augmenté. On s'est retrouvé face à pas mal de sujets qui font que, je dirais, pas d'un mois sur l'autre, mais d'un trimestre à l'autre, on a vu cette dynamique vraiment se stopper ou se ralentir. C'est plutôt se ralentir. Pour arriver à une année 2023 où, en termes de levée de fonds, on s'est retrouvé avec... en quantité, en nombre, simplement, à peu près le même nombre de levées de fonds qu'en 2016. Donc on passe un peu en arrière. Et puis en termes de volume, donc d'argent, des entreprises qui ont levé quasiment 2 fois moins qu'en 2022. Donc 2023 a été une année rude sur le sujet. Et on s'attendait, tout le monde parlait de 2024 comme ça y est, le moment où tout allait se passer formidablement bien, etc. C'est comme pour le nuage de Tchernobyl, vous savez, il allait pas passer notre frontière. Là, c'était pareil, 2024, tout allait super bien se passer. Et en fait, quand on regarde bien ce qui se passe depuis, on a eu un mois de janvier assez faste, mais avec surtout une très belle levée qui est Electra pour 300 millions et 750 millions de levées sur janvier. C'était une belle annonce, mais février et c'est recalmé à nouveau. On est redescendu à un niveau autour des 400 millions d'euros de levée, ce qui reste beaucoup d'argent, mais ce qui reste quand même encore à un niveau inférieur à 2023. Donc je dirais qu'aujourd'hui, je parle juste des levées de fonds, mais on est dans un monde où lever des fonds devient de plus en plus difficile et où les entreprises sont en compétition et doivent être patientes et doivent s'armer pour bien lever. Fanny, pourquoi est-ce que le financement est un sujet critique justement pour les PME ? Oui, alors si on se réfère à la Commission européenne, le financement, c'est en effet un des principaux enjeux des PME européennes. Donc si on regarde en 2023, il y a près d'un quart des PME qui déclarent avoir des difficultés pour trouver des financements. Donc c'est vraiment un sujet clé, c'est des chiffres qui sont confirmés également par nos études que nous, on a effectuées dans le cadre de notre baromètre sur la santé des PME. Fabien, on en parlait justement par rapport à ce décalage entre 2023 où on avait beaucoup d'attentes sur 2024. Selon vous, comment les années 2023, fin 2023 et justement 2024 ont marqué ce qu'on appelle la fin de l'argent magique ? Okay. Bon, alors en tout cas, nous, on est des grands optimistes chez BPI France, ça fait partie de nos valeurs. Donc on va se dire que 2024, ça sera une belle année. Déjà, il faut qu'on se le dise. Alors, je reviens sur l'élevé, effectivement, parce qu'il y a eu des bouleversements sur l'élevé. Je parlais d'argent magique parce qu'en fait, l'argent n'avait pas de taux. Voilà, on a vécu pendant des années avec un argent qui n'avait pas de valeur, entre guillemets, qui n'avait pas de taux. D'accord ? Donc, on avait des taux qui étaient tous à zéro.
On a même eu des taux négatifs en Europe, il faut le savoir. Donc, effectivement, c'est un changement de paradigme. Quand aujourd'hui, on est sur des taux à 4-5%, ça impacte nécessairement les modèles. Je reprends les levées de fonds. Les levées de fonds, effectivement, on le voit sur des séries B où c'est plus compliqué. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, le point de rentabilité doit être plus proche. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire des levées successives et se dire que on allait avoir un point mort à 4-5 ans. Ça faisait partie des plans de financement et des projets. Demain, si on veut lever, il faut avoir de la rentabilité plus rapidement, en fait. Voilà. Et il y a un deuxième critère qui est fondamental, c'est la transition écologique. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a aussi maintenant des fonds impact. Et se dire que tout le monde se dit que c'est une contrainte, parce que ça coûte de se mettre en transition. Mais quand on parle aussi à des startups, elles peuvent se créer de manière nativement en transition. Et donc à ce moment-là, on a aussi quand même des fonds qui sont appétents pour financer justement des startups ou des PME, parce qu'il faut aussi parler des PME, qui vont se lancer dans une transition. Pourquoi ? C'est tout simple. Chaque entreprise, à très court terme, va devoir présenter un bilan carbone. Il y a plusieurs scopes, scope 1, scope 2, scope 3. Je vais pas m'éparpiller, mais en gros, sur le scope 3, en fait, c'est le bilan des banques. Et vous, entreprise, vos crédits rentrent dans le bilan des banques. Et si, en fait, elles doivent déclarer un encours qui n'est pas en transition, en fait, ça va leur coûter de l'argent. Ok. Voilà. Et surtout, ça va impacter leur image, parce qu'elles vont devoir communiquer là-dessus. Ça fait beaucoup de paramètres. Ça fait beaucoup de paramètres, mais il ne faut pas se stresser, en fait. Parce que, mais non. Parce qu'en fait, se mettre en transition et prendre de la vitesse, alors nous, déjà, on l'accompagne. C'est une trajectoire qui va balayer tous nos métiers. Il faut savoir qu'on subventionne même des projets verts. Et on a des poches dédiées. Et en fait, miser sur la transition, c'est se dire que demain, on aura pris de la vitesse acquise par rapport aux concurrents. Voilà. Et que de toute façon, demain, le business, il intégrera cette composante transition écologique. Donc si on ne le fait pas maintenant, en fait, il faut le faire maintenant. Moi, il y a une question qui me tarote quand même comme ça, c'est on parle de transition écologique d'un côté, et d'un autre côté, on parle d'intelligence artificielle avec des data centers qui vont qui vont nous challenger. Ouais. Comment on peut lier les deux ? Comment est-ce possible d'être à la fois une entreprise écologique et à la fois miser sur l'IA ? Alors, il faut le savoir. Effectivement, ça consomme de l'énergie. Oui. Mais ça permet aussi, quand c'est bien structuré, ça va venir, de pouvoir chauffer une petite commune. Parce que... là, on est sur oui. Ouais, bien sûr. Mais c'est déjà possible ? Ouais, c'est déjà possible. Et c'est, en fait, ça s'appelle la récupération de chaleur fatale. Vous l'avez dans l'industrie. Et en fait, c'est pas une utopie. Voilà. Nous, on a des clients qu'on finance. Voilà. Et on a des data centers qu'on est en train de déployer et justement qui vont travailler sur le chauffage urbain dans certaines communes. Voilà. Donc, c'est pas antinomique. D'accord. Il faut juste avoir une vision de temporalité. C'est-à-dire que ça, c'est pas du jour au lendemain. Oui, voilà. Mais c'est absolument pas antinomique. C'est vrai qu'on imagine que c'est en 2050 que ce type de projet de reconversion électrique aura lieu, mais ça peut être en tout cas réfléchi dès maintenant. Le futur, c'est maintenant. J'adore. Voilà. Tout à fait. On est d'accord. Brahim, justement, quelques mots déjà sur Sweep, pour ceux qui ne connaissent pas, et ensuite savoir quels sont les principaux défis auxquels justement les entreprises sont confrontées lorsqu'elles recherchent des financements en 2024, non plus en 2023. Ouais, donc déjà bonjour, et merci Fabien d'avoir introduit un peu le business model de Sweep. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est en fait une SaaS plateforme qui va aider les entreprises à gérer finalement toute leur stratégie de décarbonation et à montrer justement, pour la plupart, patte blanche auprès des investisseurs, auprès des fonds impact et auprès de tout cet écosystème à qui ils doivent rendre des comptes, alors que ça soit, on va dire, le nerf de la guerre, c'est toujours la finance, donc ça a commencé par là, et puis maintenant ça commence à devenir aussi réglementaire, avec l'Europe qui impose, avec ce qu'on appelle la CSRD. Alors, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, mais en tout cas, vous n'avez pas tardé à le connaître. C'est un peu la structure réglementaire aujourd'hui qui va imposer aux entreprises, aux PME et globalement aux 50 000 PME en Europe de suivre cette réglementation. Et donc nous, cette solution permet de les aider à simplifier. Et vous parliez d'IA tout à l'heure. Et du coup, nous, on va aussi intégrer de l'IA dans la solution pour aider nos clients à aller plus vite et à faire ce bilan carbone beaucoup plus simplement. Donc ça déjà, c'est à propos de Sweep. Et puis ensuite,
moi, aujourd'hui, j'interviens pas forcément un peu comme mes collègues sur un peu ce côté analyse du marché, mais plus comme, on va dire, une société qui a réussi à lever ces dernières années. On a eu la chance de lever 100 millions de dollars en moins de 3 ans. Et Wow, voilà, et donc, merci. Et donc, du coup, voilà, c'est plus un peu les ingrédients et comment on a fait pour y arriver. Donc, il y a plusieurs ingrédients finalement pour y arriver. Et un des sujets, en tout cas, qui est ressorti, moi j'en ai beaucoup parlé avec Rachel, qui est la fondatrice, c'est un des sujets forts, c'est vraiment d'avoir un produit qui est, comment dire, qui va rencontrer un marché, avoir quelque chose de hyper concret, d'être vraiment, de répondre à un réel besoin, d'avoir limite déjà un POC, d'avoir déjà limite des clients, voilà, et d'aller ensuite toquer à la porte et de ces différents investisseurs. On est sorti effectivement avec le quantitative easing, etc. À une époque, il y a quelques années, pour les investisseurs, en fait, ils perdaient de l'argent en laissant leur argent à la banque. Et donc, en fait, pour eux, c'était plus simple d'investir. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc, ils veulent véritablement avoir des preuves de là où ils vont mettre leur argent. Et donc, avoir vraiment une équipe forte, un produit fort qui a rencontré son marché, c'est, de notre point de vue, véritablement un point important. Alors justement, Xavier, on va parler des investisseurs et de leur mindset, on va dire. Comment est-ce que justement vous avez observé le comportement des investisseurs dans le changement qu'ils ont pu avoir, et notamment en ce qui concerne leur propension à injecter des fonds dans les entreprises? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre 2023 et 2024? Quelles sont les priorités pour eux? Entre 2023 et 2024, je ne sais pas trop s'il y a eu beaucoup de changements. Je dirais qu'il y a surtout il y a plusieurs types de situations. Il y a des situations un petit peu de crise, entre guillemets, c'est-à-dire les investisseurs qui soutiennent, qui ont soutenu, qui ont beaucoup investi dans des entreprises qui ne vont pas très bien. Et dans ces cas-là, ces investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, ils sont amenés tout de même à soutenir leurs investissements historiques. Et donc, ils ne vont pas forcément tout de suite remettre de l'argent dans de nouvelles boîtes, mais ils vont essayer de maintenir en vie des boîtes dans lesquelles ils ont mis quelques millions ou dizaines de millions. Donc ça, c'est un vrai point qu'on peut constater, et c'est la vie. Et c'est ce qui permet aussi de maintenir des emplois. Et donc, c'est très important qu'il y ait ce soutien. Et moi, je conseille vraiment les entreprises qui cherchent à lever de l'argent, quand elles trouvent des investisseurs, de s'assurer que les investisseurs en question seront capables de les suivre après, sur les tours d'après. Il faut qu'il y ait ce suivi, il faut qu'il y ait cette capacité à suivre, parce que sinon, c'est de plus en plus pénible et difficile pour les boîtes. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Après, on a beaucoup parlé d'IA depuis tout à l'heure, et à juste titre. Il y a des effets de mode aussi, il faut vraiment se méfier de ça. Les effets de mode, j'ai eu un cas assez affligeant il y a pas très longtemps, d'un entrepreneur qui a une boîte qui tourne correctement, qui se valorise, peu importe la valo, et il a changé le nom de son nom de domaine en .io. Donc .io, c'est pour les boîtes d'intelligence artificielle globalement. Et il m'a expliqué qu'en doublant, en changeant son .com en .io, il multipliait par 2 sa valorisation. Donc ça, c'est magique, c'est l'effet magique de l'intelligence artificielle. Il est toujours là finalement, l'effet magique. Oui, et la connerie aussi. À ce niveau-là, il n'y a pas d'autre mot. C'est un peu affligeant, mais c'est ce qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des effets de mode, et il faut... Voilà, on fait de l'intelligence artificielle, on en fait vraiment, on ne raconte pas n'importe quoi. L'effet de mode, bon, ça c'était une anecdote, mais il est important parce qu'on voit aussi des entreprises qui jusqu'à présent levaient de l'argent de manière assez, pas facile, c'est jamais facile, mais qui arrivaient à lever de l'argent en tout cas, et qui aujourd'hui n'y arrivent plus. Je vois des boîtes dans la cosmétique, dans le e-commerce par exemple, qui souffrent énormément parce qu'elles développent des offres qui théoriquement ont un marché, etc. Mais les investisseurs ne s'y intéressent plus et ne suivent plus. Donc on a aussi ça qui se passe. C'est l'effet de mode qui peut avoir un effet difficile pour ce qui fonctionnait très bien il y a 3, 4, 5 ans. Où est-ce qu'ils ont envie d'investir?
aujourd'hui? Dans quel secteur d'activité? Chez Sweep. Non, mais c'est vrai. Hein, Il y a la Green Tech. Non, mais c'est vrai. Hein, sur le Clean Tech, sur tout ce qui est IA, sur la Deep Tech. Voilà, on est sur les sujets de fond actuels. En matière de besoins des PME, justement, Fanny, quels sont les besoins de ces PME en matière de financement? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ouais, alors nous, quand on interroge effectivement nos clients qui sont des indépendants TPE, PME, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont à la fois besoin de solutions de financement diverses pour financer, leur trésorerie, financer l'achat de nouveaux équipements, de matériel, et aussi développer leur activité avec, par exemple, des dépenses publicitaires, des nouveaux locaux, etc. Et en termes d'expérience, ils s'attendent à, de la simplicité, de la transparence et enfin de la rapidité. Oui. Ce qui est loin de ce qui est proposé par certains acteurs traditionnels en termes d'expérience. Donc nous, chez Conto, on a vraiment une obsession de répondre autant que possible aux besoins de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'attaquer à ce sujet du financement l'année dernière, en 2023. Vous allez d'ailleurs nous annoncer quelque chose aujourd'hui d'assez important par rapport à Conto. Je reviens justement par rapport à... C'est pas la même chose d'avoir besoin de trésorerie que d'avoir besoin d'un financement pour faire de la pub ou faire de la communication. J'imagine que les investisseurs ne sortent pas le portefeuille comme ça aussi facilement, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Côté BPI, justement, quels sont les changements que vous avez à la fois observés dans le secteur de la tech, mais aussi en termes de rentabilité à court terme sur les évolutions qu'elles ont a été influencée sur la demande croissante des investisseurs? Ouais, alors je me suis un peu avancé tout à l'heure parce que j'ai déjà donné 2 clés de lecture, mais très clairement sur la tech, alors notre vision c'est quand même quoi? Alors on a un gros partenaire sur l'innovation, sur le financement, parce qu'on parle beaucoup d'investissement, mais on a un métier nous où sur Paris c'est 200 millions de crédits pour l'innovation. Voilà. Donc il y a effectivement la partie investissement et financement, ce sont 2 choses différentes. En tout cas, sur la partie investissement, ce qu'il faut, c'est présenter à BP, on en a parlé tout à l'heure, mais avec un point de rentabilité qui sera plus proche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay. Et s'il peut avoir une dimension transition écologique et décarbonée, comme on le disait, il y a assez peu de projets en fait. Donc nécessairement, ça va créer de l'enthousiasme et de l'envie. Il faudrait être rentable dans combien de temps? Dans l'idéal, c'est quoi? En BP sur 1 an, 2 ans? Alors, ça dépend vraiment des business models. C'est vrai. Enfin, voilà, chaque cas est différent. Mais en tout cas, nous, en financement, on n'a pas de problème pour les financer, ces projets. La chose qu'on va regarder, et c'est aussi très important, c'est la consommation de trésorerie. Oui, voilà. C'est ça. Donc, c'est le cash burn. C'est pour développer l'activité, on a plusieurs phases. Pour arriver au point 1, je pense qu'il va falloir être un peu plus basique et se dire, voilà, point 1, j'ai besoin de consommer tant de cash. Voilà. Mais il faut qu'au point 1, on soit au niveau qu'on a annoncé en termes de rentabilité, en termes de développement du business. Voilà. C'est hyper important aussi d'avoir une vitesse embarquée au niveau de l'expérience. C'est-à-dire que soit on est seul, soit on a un board, mais on est sur un métier qu'on connaît. Ça, c'est hyper important aussi pour rassurer les partenaires et les investisseurs. C'est de se dire qu'on ne sort pas du bois en se disant bah, « tiens, ça c'est un marché qu'on a envie d'adresser ». Non, voilà, on a peut-être une expérience professionnelle auparavant qui nous permet d'avoir un peu d'épaisseur et de savoir de quoi on parle. Ça va aussi rassurer un investisseur. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que les beaux projets, de toute façon, ils vont mettre peut-être plus de temps à maturer, mais ils sortiront. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Et alors, on est très présent dans la deep tech, puisque c'est une de nos verticales puissantes. Voilà, on veut sortir les chercheurs de leur labo et de leur dire qu'il faut créer sa boîte, il faut se développer. Donc, voilà, il n'y a pas que l'investissement, il n'y a pas que le volet investisseur, il y a aussi le volet dette. Et il faut aussi se dire que les partenaires, parce qu'ils viennent avec nous sur les plans de financement, on en a de plus en plus qui veulent intervenir dans la tech, dans l'industrie. Et alors, je vais rebondir sur un autre point dont je ne vous ai pas parlé en préliminaire, mais voilà, je sors de Global Industrie, où c'est le show de l'industrie. Il faut aussi se dire que y a énormément de startups qui vont doper en fait nos sites industriels. Et nous, on sera ravis et on attend justement ces projets, on les accompagne. On a une vocation, c'est de financer ce qui est difficilement finançable par les partenaires bancaires. C'est-à-dire que demain, on arrive, on a un proto à lancer, il faut lancer un pilote industriel. Ça, aujourd'hui, on peut le financer alors que la boîte a peut-être 1 million de chiffre d'affaires et absolument pas les fonds propres pour pouvoir développer son projet. On va s'adosser à des partenaires financiers, des investisseurs, mais si le projet fait sens, c'est notre vocation.
Voilà. Vous avez un exemple à nous donner concrètement d'une entreprise comme ça dans l'industrie? Alors, j'aurais plein d'exemples à vous donner. On a le projet Insect. Hein, où Insect, en fait, on a financé les premiers pilotes industriels. Donc, ça parle à tout le monde, Insect. Non, Insect, donc c'est une entreprise qui, à base d'insectes, comme son nom l'indique, va produire des compléments alimentaires. Il y a plein. Ils sont beaucoup diversifiés. Mais aujourd'hui, c'était une start-up il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Nous, on est là pour accélérer les boîtes. On est éditeur d'entrepreneurs, que ce soit sur le volet invest ou dette. je peux poser la question, vous mangeriez des insectes? En fait, c'est pour les Oui. animaux. Ouais, c'est pour les animaux. Ouais, c'est Ah, pour, C'est pour les animaux. Parce qu'aujourd'hui, on parle pour les beaucoup plus de... poissons. Ouais, exactement. Voilà, vous me rassurez parce que je suis pas encore On y viendra Je sais bien, On y mais viendra, je- c'est sûr et certain. Quand on regarde les enjeux climatiques, de toute façon, on ne pourra pas manger un steak tous les jours. Donc nos amis les insectes seront là pour nous. Je sais bien. Et mais pour c'est- info, par exemple, Insect est client Sweep. Ah ben voilà. Ils ont dû On ne s'est pas parlé avant, hein, on doit se le dire, hein, parce que les gens ne vont pas nous croire. deux pays aussi. Et justement, Brahim, j'allais venir avec les exemples, mais aussi les conseils, surtout pour nos entrepreneurs qui sont ici présents et qui sont en ligne. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi suivis par plus de 1000 personnes en ligne. Quels conseils vous pouvez vous pouvez nous donner justement pour ceux qui veulent lever des fonds? Ouais, justement, en fait, on ne s'est pas parlé avant, mais effectivement, le track record, enfin, je trouve que c'est un point qui est vraiment, vraiment important. Pas sous-estimer, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le produit, il y a la proposition de valeur, mais il y a aussi qui va porter ce projet. Donc, est-ce que vous êtes solo entrepreneur? Est-ce que c'est une équipe? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que les différents fondateurs, est-ce qu'ils vont se compléter? Est-ce qu'on va avoir plutôt un tech avec un sales, un visionnaire avec quelqu'un de plutôt centré sur la R&D, le produit? Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. En tout cas, nous, chez Sweep, c'était un point extrêmement fort. Il y avait au départ 4 cofondateurs avec chacun on va dire une force, un peu comme l'agence touriste, pour les plus anciens, avec chacun une force et puis une espèce de complémentarité. Donc ça, vraiment hyper important. Après, il y avait aussi, je ne sais plus qui en parlait, c'était peut-être plus Xavier sur ce côté accompagnement sur le temps long. C'est-à-dire que ces partenaires, effectivement, c'est des gens, ça va être vos partenaires financiers, mais vous allez, nous chez Sweep, il y a des boards tous les mois et demi, où il faut du coup rendre des comptes. Alors bien entendu, c'est pas comme à l'école, hein, il y a un côté un peu échange où on va avoir un board. Et là, c'est vraiment important quand on va choisir quand on va aller toquer aux portes ou quand on va choisir le partenaire financier, c'est vraiment de prendre quelqu'un avec des valeurs communes qui vont vouloir vous accompagner sur le temps long, qui vont aussi vous donner des conseils, qui vont pas seulement venir en mode gestionnaire à la fin récupérer leur argent. Voilà, il y a aussi ce côté, en tout cas en termes de valeurs, alignement des valeurs, en termes de complémentarité de l'équipe, avoir un produit qui est super solide, avoir vraiment un vrai product market fit. Après, à la fin, ce qui compte, c'est les revenus, quoi. Quand la société, quand ça fonctionne et qu'il y a du cash qui est généré, ça va être finalement le vrai arbitre. Et c'est ça qui fera qu'à la fin, on continuera de vous suivre. Et on est d'accord qu'il faut plusieurs associés. Être solopreneur, c'est pas très encourageant pour les solopreneurs. C'est pas impossible. J'en parlais justement avec Rachel, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais ça arrive quand même. Ça arrive quand même. Il faut être entouré. Ouais. Il faut réussir à s'entourer de conseils, mettre en place on en a accompagné plusieurs qui mettent en place des espèces de comités scientifiques, des gens qui sont bienveillants et qui accompagnent les entrepreneurs. Voilà, ça peut rassurer un investisseur. Oui, ça peut rassurer. Oui. On a un advisory board, par exemple, avec des gens qui connaissent le métier, qui ont à la fois un point de vue sur l'aspect réglementaire, des gens qui vont pouvoir avoir un accès à la Commission européenne, par exemple, des gens en fait, vraiment avoir une espèce d'emprise sur son marché pour bien le comprendre, bien le connaître et être entouré et effectivement avoir des conseils bienveillants. Fanny, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que Conto propose en matière de financement ? Oui, alors on a commencé en 2023 en lançant un hub de financement avec des partenaires qu'on a triés sur le volet pour à la fois proposer des solutions de financement diverses, donc du crédit court terme, moyen terme, du financement de factures, allant jusqu'à
des enveloppes de 10 millions d'euros de crédit et en même temps proposer des expériences qui répondent aux besoins des clients et qui sont alignés avec l'ADN de Conto, c'est-à-dire alliant simplicité, flexibilité, rapidité. Donc, on a lancé cette plateforme de financement de partenaires avec les acteurs Silver, Carmen, De facto et Debex et Riverbank. Et on a financé plus de 8000 projets correspondant à plus de 60 millions d'euros de financement accordés. Donc, c'était la première étape pour nous. Merci. Et je pense qu'il y a une vidéo qu'on peut regarder. Alors, avant, je vais peut-être vous introduire du coup la nouvelle étape. Du coup, aujourd'hui, on introduit notre nouvelle offre, notre propre offre Conto de paiement fractionné. Donc, en quoi ça consiste très exactement? Alors, c'est une offre de crédit allant jusqu'à 10 000 euros qui permet aux clients d'accéder à des fonds pour financer des factures. Donc, concrètement, comment ça se passe? J'ai une facture de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 euros. Je peux demander à Conto d'avancer les fonds et je vais pouvoir repayer en 3 fois en commençant le mois prochain. C'est encore mieux que la facturage. C'est très flexible, c'est similaire à de la facturage. Ouais. C'est ce qu'on appelle plutôt du paiement fractionné ou du buy now, pay later en anglais. Okay. Félicitations, bravo déjà pour ce lancement. Donc on peut les applaudir quand même, oui. Bravo Conto. En bref, comment cette offre répond selon nous aux besoins de nos clients? En fait, c'est simple parce que c'est une offre qui est vraiment accessible en quelques clics. C'est transparent, il y a un accès à une enveloppe pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Il y a un taux d'intérêt fixe mensuel de 1,17%. Et c'est rapide puisque les fonds sont débloqués et disponibles sur le compte du client de manière instantanée. Et ça permet du coup au client d'être plus maître de sa trésorerie, de pouvoir anticiper des dépenses imprévues et du coup d'être plus serein sur la gestion de sa trésorerie. C'est une aubaine pour les entrepreneurs en besoin de trésorerie, justement. C'est pas toujours facile de devoir justifier. Est-ce qu'il y a des prérequis pour avoir ces 10 000 euros? Il y a effectivement des conditions d'éligibilité qui sont nécessaires comme ce qui est appliqué par la plupart des acteurs de financement. Ok. On peut lancer la vidéo? Je propose effectivement de lancer la vidéo pour regarder un témoignage client. On n'a pas toujours le même niveau de liquidité d'un mois à l'autre. Le paiement fractionné, ça nous permet d'étaler certaines dépenses importantes et de limiter les variations de trésorerie. Je m'appelle Arthur Aguilera, je suis cofondateur du Comptoir, une agence de communication basée à Lyon. On accompagne les marques dans l'élaboration et la mise en place de leur stratégie digitale. Et notre mission, c'est de dédramatiser un petit peu la communication et de la rendre accessible à tous les entrepreneurs. Alors en tant que chef d'entreprise, mon plus grand défi aujourd'hui, c'est de préserver ma trésorerie. C'est de me sentir serein à la fin du mois et de savoir que je vais pouvoir payer mes charges et mes salaires. Alors j'ai testé le paiement fractionné dès que j'ai eu accès et depuis, je l'utilise régulièrement maintenant. On fonctionne avec nos clients en règle générale sur un principe d'abonnement. On travaille avec eux à l'année et on les facture tous les mois, ce qui fait que nos rentrées d'argent, elles sont le plus souvent mensuelles. À l'inverse, on a certaines dépenses, des grosses dépenses qui sont facturées trimestriellement. Je pense notamment au loyer du local dans lequel on travaille ou à l'abonnement à certains outils. Le paiement fractionné, il me permet d'étaler ces grosses dépenses dans le temps et du coup de les adapter à mes flux de trésorerie. Ça me permet d'être quand même beaucoup plus serein, surtout si on doit faire face à des clients qui payent avec un petit peu de retard. Pour moi, l'expérience, elle est très simple. J'ai qu'à télécharger ma facture et il y a juste une option à activer au moment où je fais mon virement. J'utilisais déjà Conto pour gérer mes factures fournisseurs avant. Maintenant, je l'utilise aussi pour étaler mes paiements. Pour moi, c'est un compte pro complet, abordable et avec des fonctionnalités adaptées à nos besoins. Voilà, bravo, on peut applaudir.
Et peut-être le petit mot de la fin. Donc, avec cette nouvelle offre de paiement fractionné et notre plateforme de financement, on souhaite se positionner comme un vrai acteur du financement, répondant aux besoins de nos clients. Et ce n'est que le début de l'aventure pour nous. Voilà, je regrette vraiment pas d'avoir choisi Conto comme banque. Merci, j'en apprends encore. Messieurs, quelques secondes avant la fin, un mot pour motiver ou donner un conseil à nos entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Brahim. Courage. Okay. Oui, Fabien. Alors moi, je dirais anticiper vos levées, première chose, et mixer les sources de financement, c'est-à-dire que n'allez pas que sur de la levée de fonds avec investisseurs, essayez de faire un mix qu'on appelle entre le dilutif et le non dilutif, cherchez à améliorer vos fonds propres avec de l'investisseur, ce qui vous permettra d'aller voir mon voisin en particulier et de trouver des financements complémentaires, bancaires, BPI. Il y a beaucoup de choses en France, il faut en profiter. Merci Xavier. Fabien, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, on parlait tout à l'heure d'accompagnement. Et c'est un point hyper important parce que dans ces moments plus difficiles, en fait, être bien accompagné, c'est important. Voilà, donc nous, on accompagne nos clients de la start-up jusqu'au grand groupe. C'est vraiment notre vision, c'est qu'on vous prend, pardonnez-moi l'expression, mais un peu au berceau quand on sort de la station F et qu'on monte son projet et on a la chance de travailler avec tous les partenaires qui sont à côté de nous. Donc, osez, allez-y. Et puis, un petit point sur la tech, il faut aussi savoir que c'est cyclique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est un peu dans le creux de la vague. Les taux vont peut-être se redétendre et on repartira sur une période plus faste. Donc, n'ayez crainte et foncez. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci.